Les révolutions ont une étrange habitude. Elles dévorent rarement leurs ennemis en premier. Elles commencent presque toujours par dévorer leurs propres enfants. En 1789, la France renverse la monarchie. En 1792, elle renverse le roi. En 1793, elle renverse les Girondins. Puis Robespierre, puis les Jacobins, puis la Terreur. La Révolution semble enfin terminée. Mais certains pensent exactement le contraire. Pour eux, la Révolution n'a encore rien accompli. C'est dans cette France épuisée qu'apparaît un homme oublié, François-Noël Babeuf, un journaliste, un agitateur, conspirateur. Pour certains historiens, le premier communiste avant Marx. Pour d'autres, le véritable père de la gauche révolutionnaire moderne. Aujourd'hui, son nom est presque oublié. Ses idées, elles, ne l'ont jamais vraiment été. Car derrière Babeuf apparaît une question qui traverse encore notre époque. L'égalité politique suffit-elle ? Ou faut-il également imposer l'égalité économique ? C'est cette histoire que nous allons raconter. La plupart des grandes figures révolutionnaires semblent surgir brusquement de l'histoire, comme si leurs idées étaient nées d'un seul coup, comme si elles avaient été inspirées par un événement, une lecture ou une rencontre décisive. La réalité est presque toujours différente. Les convictions politiques se construisent lentement. Elles naissent d'expériences concrètes, de ce que l'on voit, de ce que l'on vit, et surtout de ce que l'on trouve profondément injuste. Pour comprendre François-Noël Babeuf, il faut donc quitter Paris, quitter les clubs révolutionnaires, quitter les tribunes de la Convention, et revenir dans une France rurale qui n'a encore rien connu de la Révolution. Une France où l'ancien régime paraît immuable. Une France où les privilèges structurent chaque aspect de la vie quotidienne. C'est là que tout commence. François-Noël Babeuf naît le 23 novembre 1760 à Saint-Quentin, en Picardie. Son père est un ancien soldat, il a servi dans l'armée française avant de connaître une existence difficile. La famille vit modestement, très modestement. Nous sommes loin des salons parisiens, loin de la haute bourgeoisie, encore plus loin de la noblesse. Le jeune Babeuf grandit dans un univers où chaque dépense compte, où la sécurité matérielle n'existe pas, où l'on comprend très tôt que la naissance décide souvent du destin. Cette enfance ne fait pas encore de lui un révolutionnaire, mais elle lui donne une sensibilité particulière aux inégalités. Non pas celles que l'on lit dans les livres, celles que l'on observe tous les jours. Comme beaucoup de jeunes hommes issus des milieux modestes, Babeuf doit rapidement travailler. Il ne suit pas les grandes études réservées aux élites, son parcours est pratique, concret. Il devient ce que l'on appelle alors un géomètre féodal. Ce métier est aujourd'hui presque oublié, pourtant, il est au cœur du fonctionnement de l'Ancien Régime. Le géomètre féodal parcourt les campagnes. Il mesure les terres, vérifie les limites des propriétés, établit les droits seigneuriaux, calcule les redevances que les paysans doivent verser aux seigneurs. Autrement dit, il est l'un des rouages techniques d'un système vieux de plusieurs siècles. Ironie de l'histoire, celui qui deviendra l'un des plus grands farouches ennemis des privilèges commence sa carrière en les administrant. Mais c'est précisément ce travail qui va transformer son regard. En sillonnant les campagnes de Picardie, Babeuf découvre une France que les philosophes des Lumières connaissent souvent de loin. Il entre dans les villages, discute avec les cultivateurs, consulte les archives seigneuriales, observe les récoltes, mesure les champs, et partout, il trouve la même organisation sociale. D'un côté, une minorité possède la terre, de l'autre, la majorité la travaille. Les paysans cultivent parfois des parcelles qu'ils exploitent depuis des générations. Pourtant, ils doivent encore acquitter des droits hérités du Moyen-Âge. Les banalités, les censes, les chapards, les corvées, les dîmes, les taxes royales viennent s'ajouter aux prélèvements seigneuriaux et ecclésiastiques. Le résultat est un enchevêtrement de droits, de privilèges et d'obligations qui paraît naturel à ceux qui y vivent, mais qui commence à troubler Babeuf. Plus il mesure les terres, plus il mesure aussi les écarts. Il découvre que
que la propriété n'est pas simplement une question économique, elle est un rapport de pouvoir. Posséder la terre, c'est disposer de revenus, mais aussi d'influence, d'une autorité, d'un prestige. La propriété organise les hiérarchies. Elle détermine qui commande, qui obéit, qui décide, qui dépend des décisions des autres. Autrement dit, la propriété structure toute la société. Cette intuition deviendra le fil conducteur de toute sa pensée. À la fin du XVIIIe siècle, cette idée n'est pas encore révolutionnaire. Beaucoup dénoncent les abus, peu remettent en cause les fondements même du système. Les philosophes des Lumières, par exemple, réclament davantage de liberté, davantage de justice, une meilleure administration. Mais rares sont ceux qui s'interrogent sur la répartition des richesses elles-mêmes. Babeuf, lui, commence à penser autrement. Il ne se contente plus de constater que certains abus existent, il s'interroge sur leurs origines. Pourquoi quelques-uns possèdent-ils presque tout ? Pourquoi d'autres ne possèdent-ils presque rien ? La misère est-elle le résultat de l'effort individuel ou d'une organisation sociale héritée de l'histoire ? Ces questions ne quitteront plus jamais son esprit. Lorsque la Révolution française éclate, en 1789, Babeuf a 28 ans. Contrairement à beaucoup d'autres, il n'arrive pas dans le débat politique avec des idées abstraites. Il apporte une expérience. Pendant des années, il a vu fonctionner le système de l'intérieur. Il a observé les privilèges, mesuré les domaines, calculé les redevances, écouté les plaintes. Il sait que les inégalités ne sont pas seulement morales, elles sont inscrites dans les institutions, dans les registres, dans les contrats, dans la propriété elle-même. Et lorsque la Révolution promet d'abolir les privilèges, il croit d'abord que la France est sur le point de changer définitivement. Mais très vite, il va comprendre que supprimer les privilèges n'est peut-être pas suffisant. Car si les titres disparaissent, les grandes fortunes, elles, demeurent. Et cette découverte va faire de François-Noël Babeuf bien plus qu'un simple partisan de la Révolution. Il va faire de lui l'un des premiers penseurs à affirmer que l'égalité politique ne suffit pas, si elle ne s'accompagne pas d'une réflexion sur l'égalité économique. C'est à partir de cet instant que commence véritablement son histoire. L'année 1789 ouvre une brèche dans l'histoire. Depuis des siècles, la monarchie semblait appartenir à l'ordre naturel des choses. Le roi régnait par le divin, la noblesse possédait ses privilèges, le clergé occupait une place à part. Et chacun naissait dans une condition dont il était difficile de s'affranchir. Puis, en quelques mois, tout vacille. Les États généraux sont convoqués, le tiers-État se proclame Assemblée nationale, le serment du jeu de paume annonce qu'une nouvelle souveraineté est en train de naître. Et le 14 juillet, la Bastille tombe. Ce n'est pas seulement une forteresse que l'on prend, c'est un symbole, celui d'un pouvoir que beaucoup croyaient éternel. Pour François-Noël Babeuf, c'est un moment d'espérance immense. Comme des milliers de Français, il croit assister à la naissance d'un monde nouveau. Depuis des années, il observe les privilèges. Depuis des années, il mesure les terres, calcule les redevances, constate les inégalités. Enfin, pense-t-il, le temps de la justice est venu. Les premières décisions de la Révolution semblent lui donner raison. Dans la nuit du 4 août 1789, l'Assemblée nationale vote l'abolition des privilèges. Un événement sans précédent. Les droits féodaux sont remis en cause. Les distinctions juridiques entre les ordres disparaissent progressivement. Quelques semaines plus tard, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen proclame que les hommes naissent libres et égaux en droit. Pour une génération entière, c'est un bouleversement intellectuel. La naissance ne doit plus déterminer la place d'un individu dans la société. La loi devient la même pour tous. Le citoyen remplace le sujet. La souveraineté appartient désormais à la nation. Babeuf applaudit. Il écrit, il milite, il participe avec enthousiasme à cette immense transformation. Mais très vite, une question commence à le troubler. Il observe que la Révolution change les institutions, mais qu'elle change beaucoup moins la réalité sociale. Les privilèges disparaissent, les grands propriétaires demeurent,
les titres sont abolis, les fortunes restent intactes. Les droits féodaux s'effacent, mais les terres continuent d'appartenir aux mêmes familles. Le vocabulaire politique change, la condition des plus pauvres, beaucoup moins. Pour Babeuf, quelque chose ne fonctionne pas. Comme si une société peut-elle proclamer l'égalité tout en laissant subsister des écarts immenses entre ceux qui possèdent presque tout et ceux qui ne possèdent presque rien. Voilà, cette contradiction devient peu à peu le centre de sa réflexion. À mesure que les mois passent, Babeuf développe une conviction. La Révolution française a détruit les privilèges de naissance, certes, mais elle n'a pas remis en cause les privilèges de la richesse. Or, à ses yeux, ces deux formes de domination sont intimement liées. En effet, à quoi sert d'être juridiquement libre si l'on reste économiquement dépendant ? Que vaut l'égalité devant la loi lorsque certains disposent de toutes les ressources tandis que d'autres peinent simplement à survivre ? Pour beaucoup de révolutionnaires, ces questions relèvent de la liberté individuelle. Pour Babeuf, elles deviennent une question politique, et bientôt une question révolutionnaire. C'est à cette époque, d'ailleurs, qu'il découvre la puissance de la presse. La Révolution a libéré la parole, des centaines de journaux apparaissent, Paris devient une immense agora où chacun cherche à convaincre l'opinion. Babeuf comprend immédiatement que les idées peuvent devenir des armes. Il écrit énormément, des pamphlets, des lettres, des articles, des analyses. Son style est direct, combatif, accessible. Il ne s'adresse pas aux élites, il parle aux artisans, aux ouvriers, aux petits propriétaires, aux paysans, à ceux qui ont espéré que 1789 changerait leur vie, et qui commencent déjà à douter. Au début des années 1790, ses écrits gagnent rapidement en influence. Son journal attire un lectorat fidèle. Ses critiques du nouveau pouvoir circulent largement. Il accuse les gouvernements successifs de préserver les intérêts des plus riches. Il dénonce les spéculations, la hausse des prix, les pénuries, les difficultés quotidiennes du peuple. Peu à peu, Babeuf construit une idée nouvelle. Pour lui, la Révolution n'est pas un événement achevé, elle est un processus interrompu. L'œuvre, commencée en 1789, reste incomplète. La monarchie est tombée, les privilèges ont disparu, mais la véritable égalité reste à conquérir. Cette idée va progressivement le conduire vers une conclusion radicale. Peut-être que la liberté politique, à elle seule, ne suffit pas. Peut-être faut-il aller plus loin, beaucoup plus loin. Et c'est précisément à cet instant que François-Noël Babeuf cesse d'être un simple partisan de la Révolution. Il devient l'un de ses critiques les plus déterminés, car selon lui, la véritable révolution n'a pas encore commencé. C'est ici que Babeuf cesse définitivement d'être un révolutionnaire. Jusqu'à présent, ses critiques portent essentiellement sur la manière dont la révolution est conduite. Mais progressivement, une idée beaucoup plus profonde s'impose à lui. Une idée qui va le distinguer de presque tous les autres acteurs de son époque. Cette idée est simple à formuler, mais elle est révolutionnaire dans ses conséquences. Selon Babeuf, la liberté ne suffit pas. Depuis 1789, les révolutionnaires célèbrent la liberté. Liberté d'expression, liberté de conscience, liberté de propriété, liberté de commerce, liberté individuelle. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen proclame que tous les hommes naissent libres et égaux en droit. Pour beaucoup, cette affirmation marque l'aboutissement de la Révolution. L'ancien régime est aboli, les privilèges juridiques disparaissent. Chaque citoyen est désormais soumis aux mêmes lois. En théorie, la France est devenue une nation d'hommes libres. Mais Babeuf regarde la réalité. Il y voit une contradiction. Que signifie être libre lorsque l'on ne possède rien ? Que signifie être l'égal d'un autre devant la loi lorsque l'un dispose d'immenses propriétés tandis que l'autre peine simplement à nourrir sa famille ? Une liberté purement juridique suffit-elle à rendre les hommes véritablement égaux ? Pour Babeuf, la réponse est non. Il considère que la Révolution a supprimé les privilèges politiques, mais qu'elle a laissé subsister une domination économique tout aussi puissante. Autrement dit, les maîtres ont changé, le principe de domination, lui, demeure. Cette réflexion conduit Babeuf à remettre en cause un pilier de la Révolution française, la propriété. Pour les révolutionnaires de 1789, la propriété est un droit naturel.
L'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme la qualifie de droit inviolable et sacré. La propriété protège l'individu contre l'arbitraire, elle garantit son autonomie, elle constitue l'un des fondements de la liberté moderne. Babeuf, lui, ne partage plus cette vision. À ses yeux, une propriété excessivement concentrée produit l'effet inverse. Elle crée une dépendance, elle fabrique une nouvelle aristocratie, non plus fondée sur le sang, mais sur la richesse. Ainsi, même dans une république, certains commandent, tandis que d'autres restent soumis. La domination change simplement de visage. C'est dans ce contexte qu'il formule l'une de ses idées les plus célèbres. Il écrit « La nature a donné à tous les hommes un droit égal à la jouissance de tous les biens ». Cette phrase paraît aujourd'hui presque familière. À l'époque, elle est explosive, car elle remet en cause la conception même de la société héritée de 1789. Pour Babeuf, la terre, les richesses et les ressources ne devraient pas être accaparées par une minorité. Elles devraient bénéficier à tous. Non parce que chacun doit posséder exactement la même chose, mais parce que nul ne devrait être condamné à la misère pendant que d'autres accumulent sans limite. C'est ici que se dessine une distinction fondamentale. La Révolution française avait proclamé l'égalité des droits. Babeuf, lui, réclame l'égalité des conditions. La différence est immense. L'égalité des droits signifie que chacun est juridiquement traité de la même manière. L'État ne distingue plus les citoyens selon leur naissance. La loi est identique pour tous. L'égalité des conditions pose une autre question. Les individus disposent-ils réellement des moyens d'exercer leurs droits ? Deux citoyens peuvent être égaux devant la loi, mais si l'un possède des terres, des revenus, une éducation et des réseaux d'influence, tandis que l'autre ne possède que sa force de travail, leur liberté est-elle réellement comparable ? Pour Babeuf, non. La liberté politique reste incomplète lorsqu'elle repose sur une profonde inégalité économique. Cette intuition fera l'objet de débats pendant plus de 2 siècles. Faut-il simplement garantir les mêmes droits à chacun ? Ou faut-il également réduire les écarts de richesse afin que ces droits puissent être exercés concrètement ? Voilà, cette question traverse encore les démocraties contemporaines. Elle oppose différentes conceptions de la justice. Pour les penseurs libéraux, la liberté précède l'égalité économique. Pour Babeuf, c'est précisément l'inverse. Sans une certaine égalité matérielle, la liberté risque de demeurer théorique, une promesse, plus qu'une réalité. Cette pensée place Babeuf dans une position singulière. Il ne souhaite pas revenir à l'Ancien Régime, il ne regrette pas la monarchie, il ne conteste pas les acquis fondamentaux de 1789, il estime simplement que la Révolution s'est arrêtée au milieu du chemin. Elle a libéré les citoyens, certes, mais elle n'a pas supprimé les mécanismes qui reproduisent les inégalités. Selon lui, une véritable république ne peut accepter qu'une partie de la population vive dans l'abondance, tandis qu'une autre demeure dans le besoin. La justice ne consiste plus seulement à protéger les libertés, elle consiste à empêcher l'existence d'inégalités qu'elle juge incompatibles avec la dignité humaine. À la fin du XVIIIe siècle, cette idée demeure marginale. Elle inquiète de nombreux révolutionnaires. Car si l'on remet en cause la propriété, jusqu'où faut-il aller ? L'État doit-il redistribuer les richesses ? Peut-il limiter la propriété privée ? Peut-il organiser la production ? Ces interrogations paraissent alors inconcevables. Pourtant, elles annonceront une grande partie des débats politiques du XIXe siècle, le socialisme, le communisme, les doctrines révolutionnaires, toutes, d'une manière ou d'une autre, devront répondre à la question que Babeuf vient de poser. Et lui, convaincu que les idées ne suffisent plus, va bientôt décider de passer de la théorie à la pratique. Car selon lui, si la Révolution refuse d'achever son œuvre, alors il faudra peut-être l'y convaincre. En 1794, la chute de Robespierre met fin à la terreur. Pour une grande partie de la population française, c'est un soulagement. Les exécutions de masse cessent, la vie politique se stabilise progressivement.
Une nouvelle constitution est adoptée et en 1795, un nouveau régime prend les commandes du pays, le Directoire. Ces dirigeants promettent de tourner la page des violences révolutionnaires. Ils veulent restaurer l'ordre, relancer l'économie et empêcher le retour aussi bien de la monarchie que de la dictature jacobine. Pour beaucoup de Français, la révolution est enfin terminée. Pour François-Noël Babeuf, elle vient au contraire d'être confisquée. Babeuf est convaincu que les nouveaux dirigeants ont abandonné le peuple. Les grands propriétaires conservent leurs terres, les fortunes se reconstituent, la spéculation prospère, les pénuries persistent, le coût de la vie explose. Dans les quartiers populaires de Paris, par exemple, la misère demeure omniprésente. Pour lui, le Directoire protège désormais les intérêts d'une nouvelle bourgeoisie. Les privilèges d'Ancien Régime ont disparu, mais une autre forme de domination s'est installée, plus discrète, plus économique et plus puissante. La révolution politique s'est arrêtée avant d'accomplir sa mission sociale. Babeuf arrive donc alors à une conclusion décisive. Les élections ne suffiront pas. Les pétitions non plus. Selon lui, ceux qui détiennent le pouvoir ne renonceront jamais volontairement à leurs privilèges. Si la révolution doit reprendre son cours, il faudra la provoquer. Cette conviction marque une rupture. Jusqu'ici, Babeuf était avant tout un journaliste et un théoricien. Désormais, il devient un conspirateur. Son projet est ambitieux. Renverser le Directoire, instaurer un gouvernement révolutionnaire provisoire, supprimer les grandes propriétés, mettre en commun les principales richesses, garantir à chaque citoyen les moyens de vivre dignement. L'objectif n'est plus seulement de changer les institutions, il s'agit de transformer en profondeur l'organisation économique de la société. Babeuf rêve d'une république où l'égalité ne serait plus seulement inscrite dans les lois, mais visible dans les conditions de vie. Pour atteindre cet objectif, il comprend qu'une insurrection ne peut plus être improvisée. La révolution a changé. L'État est désormais mieux organisé, la police plus efficace, les opposants davantage surveillés. Il faut donc inventer une autre méthode. Autour de lui se constitue un réseau clandestin. Des comités sont décrétés, des correspondants recrutés, les informations circulent discrètement. Les partisans sont organisés en petits groupes afin de limiter les risques d'infiltration. La propagande est soigneusement préparée. Des manifestes sont rédigés, les proclamations destinées au peuple attendent le jour du soulèvement. L'insurrection est pensée comme une véritable opération politique. C'est cette organisation qui donnera son nom à l'épisode le plus célèbre de la vie de Babeuf, la conjuration des égaux. Le terme de conjuration n'est pas choisi au hasard. Il désigne une entreprise secrète destinée à renverser un gouvernement. Mais celle de Babeuf possède une dimension nouvelle. Il ne s'agit plus d'un simple complot de palais, dit d'une révolte spontanée. Tout est planifié. Le recrutement, la diffusion des idées, la coordination des militants, le déclenchement de l'insurrection. Certains historiens y voient l'apparition d'une forme d'organisation révolutionnaire moderne, une avant-garde disciplinée, agissant dans la clandestinité pour préparer la prise du pouvoir. Cette méthode inspirera sous formes diverses plusieurs mouvements révolutionnaires du XIXe et du XXe siècle. Pourtant, la conjuration des égaux ne verra jamais le jour. Avant même que l'insurrection puisse éclater, le réseau est infiltré. Les autorités sont informées, les arrestations commencent. Babeuf, lui, ignore encore que son projet touche à sa fin. Mais une chose est déjà certaine, même si la conspiration échoue, les idées qu'elle porte, elles, survivront à leurs auteurs. Et c'est devant les juges que François-Noël Babeuf va désormais tenter de défendre ce qu'il considère comme la véritable promesse de la Révolution française. Au printemps 1796, la conjuration des égaux touche à sa fin avant même d'avoir commencé. Le gouvernement était informé. Au cœur du réseau révolutionnaire se trouvent des informateurs. Les réunions sont surveillées, les correspondances interceptées. Le Directoire ne veut prendre aucun risque. La Révolution a déjà connu trop d'insurrections. Cette fois, il entend frapper vite. Le 10 mai 1796, François-Noël Babeuf est arrêté. Avec lui, des dizaines de ses compagnons sont emprisonnés. La conspiration est démantelée. L'insurrection n'aura jamais lieu. Pour les autorités, l'affaire est grave. Il ne s'agit pas seulement d'un groupe de contestataires,
les enquêteurs découvrent une véritable organisation clandestine. Des listes de militants, des proclamations destinées à être diffusées après la prise du pouvoir, des projets de gouvernement, des plans d'insurrection. Le directoire comprend qu'il ne juge pas uniquement des hommes, il juge une idée. Une idée qui remet directement en cause le régime né de la Révolution. Le procès s'ouvre à Vendôme en février 1797. Il durera plusieurs mois. Les autorités espèrent démontrer que Babeuf est un dangereux conspirateur. Babeuf, lui, poursuit un tout autre objectif. Transformer son procès en tribune politique. À chacune de ses interventions, il dépasse sa propre défense. Il parle au peuple, parle à l'histoire. Il affirme que la Révolution a été trahie, que les privilèges ont simplement changé de visage, que les riches ont remplacé les nobles, et que les promesses faites en 1789 sont restées inachevées. Son argument est d'une redoutable simplicité. La République prétend représenter le peuple, mais qui gouverne réellement ? Ceux qui possèdent, ceux qui disposent des terres, du commerce, des capitaux. Pour Babeuf, une société où la richesse reste concentrée entre quelques mains ne peut prétendre être véritablement égalitaire. Il déclare que le peuple doit reprendre le pouvoir. Non pour se venger, mais pour achever la Révolution. À ses yeux, la République ne sera réellement libre que lorsque chacun pourra vivre dignement du fruit de son travail. Le procès passionne l'opinion, les journaux en rendent compte, les débats sont suivis dans toute la France, mais le verdict semblait écrit d'avance. Le directoire veut faire un exemple. Il ne peut tolérer qu'un mouvement révolutionnaire organisé remette en cause son autorité quelques années seulement après la Terreur. Le 26 mai 1797, la condamnation tombe. François-Noël Babeuf est reconnu coupable de conspiration contre l'État. La peine est sans appel, la mort. À l'annonce du jugement, Babeuf tente de mettre fin à ses jours. Avec son compagnon Augustin Darté, il essaie de se poignarder dans la salle d'audience. Le geste échoue. Les blessures sont graves, mais non mortelles. Les condamnés sont soignés, non pour être sauvés, mais pour que la sentence puisse être exécutée. Le lendemain, le 27 mai 1797, François-Noël Babeuf est conduit à l'échafaud. Il est guillotiné, à l'âge de 36 ans. Ainsi disparaît celui que certains considèrent aujourd'hui comme le premier grand théoricien de l'égalité sociale. Sa conspiration a échoué, son mouvement est dissous, ses compagnons sont dispersés, le pouvoir croit avoir définitivement étouffé cette idée nouvelle, mais l'histoire montre souvent que les idées survivent mieux que les hommes. Babeuf meurt, ses écrits, eux, continuent de circuler. Ses disciples préservent sa mémoire. En quelques décennies, une nouvelle génération de penseurs découvrira dans ses textes les premières formulations d'un projet révolutionnaire, appelé à transformer durablement le XIXe siècle. Parmi eux, deux noms deviendront bientôt incontournables, Karl Marx et Friedrich Engels. Le 27 mai 1797, François-Noël Babeuf disparaît sous la lame de la guillotine. Le directoire croit avoir remporté une victoire définitive. Le conspirateur est mort, la conjuration des égaux est démantelée, ses compagnons sont emprisonnés ou dispersés. L'État pense avoir supprimé le danger, mais l'histoire réserve souvent un étrange destin aux idées. Les hommes meurent, les doctrines, elles, voyagent. Parmi les survivants figure un personnage essentiel, Filippo Buonarroti. Révolutionnaire italien, compagnon de Babeuf et lui-même impliqué dans la conjuration des égaux, il échappe à l'oubli. Après des années d'exil, il entreprend de raconter cette aventure révolutionnaire. En 1828, il publie un ouvrage devenu célèbre, Histoire de la conspiration pour l'égalité dite de Babeuf. Ce livre va sauver Babeuf de l'effacement. Il transforme un conspirateur vaincu en référence intellectuelle. Pour la première fois, une nouvelle génération découvre qu'il a existé, au cœur de la Révolution française, un homme qui ne réclamait pas seulement la liberté politique, mais une égalité économique beaucoup plus profonde. Les décennies passent, la France entre dans le XIXe siècle, les révolutions succèdent, la question sociale devient centrale. L'industrialisation bouleverse l'Europe, les villes grossissent, les usines apparaissent, et avec elles naît une nouvelle classe ouvrière.
Et les anciens écrits de Babeuf retrouvent une étonnante actualité. Plusieurs penseurs s'en inspirent. Auguste Blanqui, par exemple, reprend l'idée d'une minorité révolutionnaire organisée capable de renverser le pouvoir. Louis Blanc développe une réflexion sur l'intervention de l'État pour réduire les inégalités sociales. Pierre-Joseph Proudhon, bien qu'il s'oppose souvent aux solutions proposées par Babeuf, poursuit lui aussi la critique de la propriété et des rapports économiques. Tous ne sont pas babouvistes. Tous ne pensent pas de la même manière. Mais tous participent au même débat. Comment réaliser une égalité qui ne soit pas uniquement juridique, mais également sociale ? Puis apparaissent deux noms qui vont profondément transformer l'histoire des idées, Marx et Engels. Ils ne découvrent pas Babeuf comme un inconnu, ils le rencontrent déjà entouré d'une véritable tradition révolutionnaire. Marx, pour sa part, ne considère pas Babeuf comme le fondateur du communisme moderne. Il voit plutôt en lui un précurseur, un homme qui a posé les bornes et les bonnes questions avant que les outils théoriques n'existent encore. Selon Marx, Babeuf comprend que les inégalités économiques constituent le véritable cœur du problème. En revanche, il lui reproche de ne pas disposer d'une analyse suffisamment développée du fonctionnement du capitalisme. Autrement dit, Babeuf est révolutionnaire, mais il n'est pas encore, selon Marx, scientifique. Cette distinction est importante. Pour Marx, Babeuf appartient à ce qu'il appellera plus tard le socialisme révolutionnaire, ou socialisme pré-marxiste. Il annonce certaines idées, il prépare le terrain, mais il ne construit pas encore le système théorique que Marx développera dans les années 1840 et 1850. Malgré cela, Marx lui reconnaît une place essentielle dans la généalogie du mouvement révolutionnaire. Il est l'un des premiers à avoir affirmé que l'égalité politique resterait incomplète tant que subsisteraient de profondes inégalités économiques. Le fil conducteur devient alors beaucoup plus clair. La Révolution française proclame l'égalité des droits. Babeuf, lui, réclame l'égalité des conditions. Les socialistes développent cette intuition. Marx et Engels élaborent une théorie globale de la lutte des classes. Et tout au long du XIXe siècle, ces idées nourrissent les grands mouvements révolutionnaires européens. On peut ainsi dessiner une filiation intellectuelle qui partirait de 1789 pour se poursuivre vers Babeuf, le socialisme, le communisme, et enfin les révolutions du XIXe siècle. Naturellement, cette filiation n'est ni parfaitement linéaire, ni exclusive. De nombreuses influences s'entrecroisent, les idées évoluent, se contredisent, se transforment, mais une chose est certaine. Lorsque les historiens cherchent les premières racines de la pensée révolutionnaire moderne, le nom de Babeuf revient presque toujours. Parce qu'avant Marx, avant Engels, avant les grandes révolutions ouvrières, un homme avait déjà posé une question qui allait transformer tout le XIXe siècle. La liberté peut-elle être réelle lorsque l'inégalité économique demeure ? Voilà. Et cette interrogation continue aujourd'hui d'alimenter une partie des débats politiques contemporains. Une question revient souvent lorsque l'on évoque François-Noël Babeuf. Faut-il le considérer comme le premier communiste de l'histoire ? La tentation est grande de répondre par l'affirmative. Après tout, il réclame une égalité économique beaucoup plus poussée que celle de 1789. Il critique la concentration des richesses. Il remet en cause la propriété privée des grandes fortunes. Il imagine une communauté où les biens seraient répartis de manière beaucoup plus égalitaire. À première vue, le rapprochement semble évident. Pourtant, l'histoire est rarement aussi simple. Les historiens ne sont pas unanimes. Certains présentent Babeuf comme le premier communiste, non pas parce qu'il aurait élaboré le communisme, tel qu'on le connaîtra au XIXe siècle, mais parce qu'il est le premier à défendre, avec une telle cohérence, l'idée d'une égalité économique organisée par le pouvoir politique. D'autres préfèrent parler d'un égalitariste radical. Selon eux, Babeuf ne construit pas encore une véritable théorie économique. Il exprime avant tout une exigence morale, celle d'une société où personne ne serait condamné à la misère. Enfin, plusieurs historiens voient en lui l'héritier le plus extrême du jacobinisme. Pour eux, Babeuf prolonge la logique de l'an 2, en poussant jusqu'à son terme le principe d'égalité porté par les révolutionnaires les plus radicaux.
Cette diversité d'interprétation rappelle une règle essentielle de l'histoire. Les catégories politiques que nous utilisons aujourd'hui ne s'appliquent pas toujours parfaitement aux hommes du XVIIIe siècle. Le mot communisme n'a pas encore le sens qu'il prendra avec Marx. Le socialisme n'existe pas encore comme doctrine structurée. Les grandes familles idéologiques du XIXe siècle sont encore à venir. Chercher à faire entrer Babeuf dans une case contemporaine comporte donc toujours une part d'anachronisme. Mais au fond, la question la plus importante n'est peut-être pas de savoir quel mot lui attribuer. Elle est ailleurs. Babeuf introduit une idée nouvelle dans l'histoire politique française. Une idée qui survivra largement à sa propre personne. Selon lui, la révolution politique ne suffit pas. Renverser une monarchie, abolir les privilèges, proclamer les droits de l'homme, tout cela est nécessaire. Mais tout cela demeure insuffisant si les structures économiques restent profondément inégalitaires. Autrement dit, la révolution ne doit pas seulement transformer les institutions, elle doit transformer la société elle-même. C'est précisément sur cette question que la gauche française va progressivement se diviser. D'un côté, ceux qui estiment que la République, les libertés publiques et l'égalité devant la loi constituent l'aboutissement de la révolution. De l'autre, ceux qui considèrent que ces conquêtes politiques doivent être prolongées par une transformation économique et sociale beaucoup plus profonde. Cette ligne de fracture traversera tout le XIXe siècle. Elle opposera républicains et socialistes, réformistes et révolutionnaires. Puis au XXe siècle, sociodémocrates et communistes. Et sous des formes différentes, elle continue encore d'alimenter une partie des débats de la gauche contemporaine. En ce sens, l'héritage de Babeuf dépasse largement son échec politique. Sa conjuration a été vaincue, son projet n'a jamais vu le jour, mais la question qu'il pose demeure. L'égalité juridique est-elle suffisante ? Ou une démocratie doit-elle également rechercher une forme d'égalité sociale et économique ? 2 siècles plus tard, cette interrogation n'a toujours pas trouvé de réponse définitive, et c'est peut-être là que réside la véritable importance historique de François-Noël Babeuf. Non pas dans ce qu'il a réussi, mais dans la question qu'il a léguée aux générations suivantes. Les hommes disparaissent, les idées beaucoup moins. Babeuf meurt sur l'échafaud en 1797, mais une question lui survit. La liberté suffit-elle lorsqu'une société demeure profondément inégalitaire ? 2 siècles plus tard, la question continue de traverser les démocraties. Faut-il garantir uniquement l'égalité devant la loi ou poursuivre une égalité toujours plus complète ? C'est autour de cette interrogation que se construiront le socialisme, le communisme et une partie de l'histoire de la gauche révolutionnaire. Le prochain épisode nous conduira vers celui qui donnera un véritable langage philosophique à cette ambition, Karl Marx. Et avec lui, la naissance d'une théorie appelée à bouleverser le monde.